Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités. Et cette semaine, on vous propose un numéro spécial sur la mobilité inclusive, notamment au quotidien. Et puis on découvrira en fin d'émission la première voiture à énergie solaire. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Évoquer toutes les nouvelles formes de mobilité, c'est le credo d'En route pour demain. Mais pour certains, se déplacer au quotidien, c'est pas forcément une situation facile. C'est pas simple quand on a des difficultés pour marcher, quand on se déplace en fauteuil. Et ces situations difficiles, elles se rencontrent aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les zones périurbaines ou à la campagne. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste automobile pour BFM Business. Alors, est-ce que les constructeurs prennent en compte ces difficultés pour permettre bien à ces personnes de se déplacer plus facilement ? Alors les constructeurs automobiles, finalement, d'une manière directe, pas vraiment. En fait, ça va plutôt passer par des entreprises spécialisées dans la transformation de véhicules. Donc si on reste dans le transport par voiture, on va avoir tout d'abord des aménagements qui vont permettre de transporter une personne à mobilité réduite, en fauteuil roulant par exemple, c'est le cas bien sûr qui parle à tout le monde. Donc dans des vannes aménagées, on va pouvoir faire entrer une ou plusieurs personnes en fauteuil avec une rampe et l'espace nécessaire et sécurisé à bord bien sûr. Mais il existe aussi des système un peu plus simple, on va dire, d'utilisation. Donc un système qui est baptisé Caroni et qui permet en fait d'installer à bord la personne qui est en fauteuil roulant. Mais en fait, le siège du fauteuil va pouvoir se greffer directement à la place du siège conducteur à l'avant, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pratique et il n'y a pas d'opération de levage assez longue, etc. Donc Ouais, c'est plus efficace et plus simple assez d'utilisation au ingénieux. Et quotidien. après, en fait, il suffit de ranger le châssis du siège, donc avec les roues qui occupent un volume relativement limité, Bien sûr. dans le coffre, par exemple. Euh, donc ça c'est une solution qui est intéressante et après il y a même aussi des aménagements qui permettent dans le van d'aller jusqu'à l'espace avec le siège conducteur qui est complètement vide et donc là on peut aller même avec un conducteur qui sera lui-même en fauteuil roulant et ça m'amène finalement à la deuxième grande catégorie, c'est là où la personne à mobilité réduite elle va conduire en fait directement le véhicule et donc dans le cas où par exemple elle est tétraplégique forcément elle a ses membres inférieurs qu'elle va plus pouvoir utiliser. Et donc là, finalement, on a des installations qui vont réunir les commandes à la main. Par exemple, donc au niveau du volant, donc par exemple avec un cercle qui va être installé sur le volant, sur lequel on va appuyer pour faire l'accélération avec un ressenti apparemment très bon, donc qui va Et permettre on de... pourra freiner du coup aussi Voilà, directement au exactement. volant. Et il y a vraiment différents aménagements possibles. On peut avoir une sorte de télécommande aussi au niveau du volant, des leviers. Enfin, vraiment, ces préparateurs, ils vont bien sûr chercher à s'adapter à tous les handicaps, à toutes les formes, bien sûr, de difficultés pour se servir de ces membres. Et il y a la version aussi inverse qui peut paraître surprenante, mais si on a vraiment une paralysie des membres supérieurs, on a vraiment des systèmes aussi qui permettent de tout gérer au pied, dont la direction, donc avec un volant Oui, qui c'est assez se fou. situe au niveau du pédalier, qui est une sorte de disque en fait qui est installé entre les pédales. Et donc là, l'utilisateur va assez simplement pouvoir changer de direction et utiliser bien sûr les pédales là pour le coup normalement. Et donc finalement, il n'y a pas, ce qui est bien avec toutes ces solutions, c'est qu'on pense à l'adaptation sur les voitures de tous les jours, mais finalement, si on est un amateur de voitures sportives, de conduite sportive, on peut continuer de pratiquer sa passion. Oui, complètement. Il y a pas mal d'exemples en fait. Donc il y a par exemple la belle histoire de ce pilote danois qui est handicapé depuis 1999 après un accident de moto. On sait que c'est souvent lié en plus potentiellement à sa passion. Oui, à sa Voilà. pratique du sport automobile. Exactement, ou un banal entre guillemets accident de voiture et on sait que malheureusement ça a souvent des conséquences assez graves, mais derrière il faut bien sûr continuer à se déplacer. Ou là, en l'occurrence pour ce pilote danois, il a les jambes paralysées, mais il roule quand même en Ford GT, donc la supercar de Ford, et donc avait pu l'apercevoir notamment aux 24 heures du Mans sur plusieurs éditions. Et finalement sa voiture elle est facilement identifiable parce que l'originalité c'est que comme la Ford GT c'est une supercar, elle n'a pas vraiment un espace de coffre très important, donc finalement son astuce ça a été d'installer des barres de toit avec un système de fixation
de son fauteuil De son roulant fauteuil, comme ça, il peut, directement sur le ouais. toit. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça qu'on le repère. C'est que déjà, elle a un look assez réussi avec un verre très sympa. Et en plus, voilà, on devine forcément le fauteuil roulant sur le toit. Et en faisant mes recherches finalement sur les préparateurs justement de véhicules comme ça, il y avait pas mal d'exemples de véhicules de type voilà, Ferrari, Lamborghini, Nissan GT-R, qui avaient tous les aménagements nécessaires pour s'en servir, destinés à des personnes à mobilité réduite. En l'occurrence, c'était une entreprise qui s'appelle K Automobilité, voilà, qui a une petite série comme ça de créations originales et dédiées voilà, aux propriétaires de voitures très puissantes. Ça, c'est le côté plutôt assez sympathique et finalement qui permet d'évangéliser ces systèmes auprès de la population de manière plus large. Mais on se rend compte que finalement, le gros souci quand on ne se déplace pas en voiture, mais qu'on veut se déplacer en transport en commun, bah, c'est que c'est vraiment la galère à partir du moment où on n'est pas totalement 100% valide. Oui, clairement, c'est une problématique qui remonte assez régulièrement. J'ai retrouvé une étude relativement récente en région parisienne qui montrait qu'en fait, en grande couronne, les personnes en situation de handicap reconnues, elles sont 3 fois plus nombreuses que les autres à vivre dans un ménage non motorisé. Donc ça montre aussi que voilà, il y a enfin, Il y a une demande de transport en il y a une commun. qui va être dû bien sûr au fait qu'on habite en zone urbaine et qu'en plus par rapport au reste, enfin à la totalité de la population, il y a un taux d'équipement en véhicules motorisés, sous-entendu adapté bien sûr Oui. au handicap, qui va être moins important, alors que sur le reste de la population en général, ça permet de compenser une certaine absence de transport en commun. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que l'étude elle montrait que finalement il y a quand même un faible écart, par contre, de possession entre l'abonnement, la carte d'abonnement au transport en commun, entre ces personnes à mobilité réduite et la totalité de la population. Alors sauf bien sûr sur la population particulière des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, ce qui montre bien qu'il y a aussi un problème aussi des infrastructures, d'être compatible Oui, avec, pour pouvoir monter avec bien son sûr, fauteuil dans un bus ou dans un tram de manière voilà, assez des simple. associations qui font souvent cette action un peu justement pour éveiller les esprits sur comment c'est concrètement de se déplacer en fauteuil roulant. Et on se rend compte que malheureusement, souvent les trottoirs respectent pas forcément les normes prévues quand même pour faciliter les déplacements. Donc sur cette situation voilà, du handicap, on peut rappeler qu'en plus, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi ce taux d'équipement en carte d'abonnement, c'est qu'il y a quand même une partie des personnes ayant un handicap peuvent bénéficier d'un abonnement gratuit ou à tarif réduit. Et ça vaut bien sûr à Paris et dans les autres grandes villes de France. Et donc la conséquence, malheureusement, elle est assez simple, c'est que ces personnes, elles vont être amenées à moins se déplacer que le reste de la population. Hein. Là, l'étude, elle le chiffrait notamment, elle disait que la non-mobilité est 2,4 fois plus fréquente pour les handicapés et encore davantage pour les personnes en fauteuil roulant. Et malheureusement, ça s'accentue avec l'âge. Donc des personnes, on va dire, avec des difficultés de déplacement et en plus âgées, vont avoir tendance à peu se déplacer, c'est logique, par rapport au reste de la D'où population. la communication des associations justement de ces usagers pour dire il faut de plus en plus Exactement. trouver, améliorer les infrastructures. Exactement, donc il y a une association qui s'appelle notamment Mobilité Réduite, qui avait formulé des vœux pour 2022. Et parmi ces vœux, j'ai noté notamment accéder à la voirie et aux espaces publics, où ils parlent vraiment d'un déplacement en ville, on va dire du quotidien, qui reste un parcours du combattant malheureusement. Et leur deuxième vœu, un peu sur ce sujet des mobilités, c'était l'accès justement au transport public. Donc leur constat il est simple, hein. Aujourd'hui prendre les transports collectifs c'est une vraie galère, quai d'embarquement inaccessible, transport inadapté, ascenseur hors service, palette qui ne marche pas, contrainte horaire. Donc on voit finalement les galères du quotidien. Ouais. Quand on n'est pas une personne à mobilité réduite, c'est déjà embêtant. Quand on est une personne à mobilité Ça réduite, devient ça vraiment devient extrêmement vraiment compliqué. pénible. Et du coup, est-ce qu'on a quand même des solutions technologiques qui aujourd'hui permettent de répondre à toutes ces problématiques que tu viens d'énoncer? Oui, alors j'en ai noté quelques-unes. On peut parler notamment d'applications mobiles hein, qui sont assez pratiques. On a d'abord Streetco, donc qui se présente comme la première application GPS piéton qui offre un niveau en fait un itinéraire pardon adapté au niveau de mobilité de la personne. Donc je rentre mon adresse et plutôt que aller le plus vite possible ou avec la distance la plus courte, ça va être la distance la plus adaptée, Ouais, elle se le présente plus vraiment comme simple. un peu un Waze des piétons. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, même moi, si je ne suis pas en situation d'être une personne à mobilité réduite, je vais pouvoir renseigner aussi l'application sur, par exemple, un obstacle sur le trottoir, ponctuel ou permanent. Donc, Oui, en plus ponctuel, on va c'est dire, des bien, ça se travaux. met Oui, à c'est ça. jour au Il y a fur et à vraiment mesure, il y a un côté collaboratif. c'est ça, exactement. Et puis c'est vrai que c'est agréable de se dire qu'on peut être utile aussi aux personnes à mobilité réduite en Complètement. signalant des obstacles divers et variés. Et puis ça peut être utile aussi, voilà, pas forcément aux personnes à mobilité réduite, mais aux personnes âgées, ou etc. Oui, ou si on se déplace par exemple avec une poussette, un Exactement, landau. complètement.
Et une autre idée que je trouvais aussi super intéressante, c'est pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, avec là justement une application dédiée en transport en commun. Donc j'en ai retrouvé deux. Il y a Evility à Marseille et EasyMob en Île-de-France. Leur principe, il est un peu similaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être guidé bien sûr à la voix. Mais avec des indications très précises en fonction de la géolocalisation. Plus ça va se servir de la caméra du téléphone pour repérer l'environnement pour la personne malvoyante. Le téléphone ensuite, grâce aux différentes applications, va pouvoir envoyer les différentes infos. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment agréable pour les personnes qui s'en servent parce que vous allez vraiment avoir des conseils assez précis. Ça a été construit en collaboration, on va dire, avec des personnes non-voyantes. Et donc, a priori, les conseils sont plutôt bien vus. Pour se repérer dans les gares, on se rend bien compte que ça peut être compliqué comme ça au quotidien d'avoir les bonnes indications. Et puis il y avait juste une dernière petite solution, c'était Padam Mobility que tu avais repéré aussi, qui pouvait permettre une start-up francilienne de justement d'apporter des solutions digitales. Oui, complètement. Donc, c'est une start-up française qui existe depuis 2014. Et eux, en fait, ils proposent des solutions digitales de transport, donc plutôt destinées, on va dire, aux opérateurs de transport locaux, pour du transport à la demande. Donc, on va dire, pour fluidifier les réseaux, par exemple, les lignes de bus. On sait que le gros problème, par exemple, des lignes de bus, c'est d'avoir des bus vides à certains moments. Des fois, bien sûr, une Bondé à forte d'autres, demande. ouais. Voilà ça. Donc, eux, en fait, leur rôle, c'est d'avoir vraiment une sorte d'expertise numérique pour essayer de renseigner les flux, etc. Et ils ont une offre destinée donc à ce qu'on résume sous l'acronyme TPMR, donc c'est vraiment transport destiné aux personnes à mobilité réduite. Et ils ont mis en place ça dans plusieurs agglomérations, justement pour avoir une bonne adéquation entre les réseaux existants de transport en commun, faire en sorte qu'ils soient vraiment adaptés. On sait que c'est toujours compliqué, déployer une rampe d'accès dans un bus, ça existe, mais des fois les Ça personnes ne fonctionne savent pas pas, ou on ne sait pas comment le faire, bien on sûr. en revient un peu à ce que dénoncent les associations. Donc une bonne initiative à retenir pour appuyer les agglomérations dans le déploiement du transport en commun destiné aux personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup Julien Bonnet, journaliste à BFM Business pour cet éclairage. Et on poursuit sur ce thème de la mobilité inclusive avec notre invité. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Et alors cette semaine, nous recevons Yann Ricordel, directeur général délégué de G7 qui fédère 14 000 taxis en France. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors la mobilité inclusive, on l'a vu à l'instant, il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est une question que vous abordez chez G7 depuis un certain nombre d'années. Justement, vous, comment vous l'abordez au sein de la compagnie G7 ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider les personnes à se déplacer ? Alors, G7, pour ceux d'entre nous qui nous regardent ou qui nous écoutent, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une centrale de réservation de taxis. On fédère 9 500 taxis parisiens, 4 000 en région, avec l'exigence d'une qualité de service en plus. C'est plus de 2 millions de Français qui ont téléchargé l'application G7. Vous l'avez dit, le droit à la mobilité est essentiel pour tous. C'est une conviction chez G7, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, celles qui doivent se déplacer en fauteuil roulant. Ils sont 60 000 en région parisienne. Pour se rendre au travail, sortir le soir, c'est tout de suite plus difficile. Et comme c'est au cœur de la mission de G7, cette conviction, nous sommes engagés depuis des années pour faciliter la mobilité de ces personnes en fauteuil roulant. Et on a développé une offre de service unique en France qui s'appelle G7 Access. G7 Access, c'est une flotte de 200 taxis parisiens équipés d'une rampe d'accès amovible. Ce sont 200 chauffeurs qui ont été formés par la G7 Academy pendant 3 jours, en partenariat avec l'hôpital de Garches. Et puis, c'est 25 000 clients réguliers qui utilisent nos services, alors pour moitié des particuliers et pour autre moitié des salariés d'entreprises dont l'employeur prend en charge les déplacements dans le cadre des missions handicap. Et qui se déplacent du coup grâce à vos services. Vous nous dites 200 véhicules, alors d'ici 2024 et les JO, c'est un peu un point de bascule pour vous, puisque vous voulez passer à 300 véhicules PMR. Comment vous comptez y parvenir ? C'est quoi les solutions justement pour augmenter cette flotte de véhicules ? Voilà, 300 véhicules, c'est notre ambition pour 2024. On a renforcé nos investissements pour accélérer le développement de cette offre de service. On a déjà accueilli 70 chauffeurs de plus ces derniers mois. C'est un point de bascule, vous l'avez dit. Les JO sont un moment clé parce qu'elles permettent à tous les transports d'Île-de-France d'accélérer sur l'accessibilité. Il y a encore de nombreux obstacles pour atteindre cet objectif. Et l'objectif qu'a fixé même l'État, puisque l'État souhaite avoir 1000 taxis parisiens équipés de rampes d'accès d'ici les JO. De nombreux obstacles, je disais.
C'est quoi? C'est le coût? C'est la volonté des chauffeurs qui disent ça va me demander un véhicule beaucoup plus cher, j'ai pas forcément les moyens. C'est quoi ces Alors, obstacles? aider les chauffeurs, déjà. Donc, G7 prend sa part. Nous avons, depuis 2019, mis en place un dispositif financier, reversé de l'argent aux chauffeurs, 1,5 million au total, sous forme d'aide sur les courses, 10 € de plus par course reversée aux chauffeurs, en plus du prix du taximètre, des aides sur la location des véhicules. Et puis, c'est d'autres obstacles du quotidien. Et là-dessus, l'État est bien sensibilisé, et nous les sensibilisons pour améliorer le quotidien des chauffeurs de taxi. Il y a déjà une aide qui vient d'être annoncée par le gouvernement de 9 500 € pour l'acquisition d'un véhicule avec une rampe d'accès critère 1, de 16 500 € s'il est critère 0. C'est bien, mais il faut aller encore plus loin, parce qu'effectivement, ces chauffeurs qui s'investissent dans ce service d'utilité publique, eh bien, ils ont des difficultés que leurs collègues n'ont pas forcément. Et ils sont plus verbalisés que les autres sur leur stationnement. Parce Oui, parce que des fois, ils se garent en double fil ou ils se garent un peu sur des trottoirs, des bateaux pour permettre à la personne de monter. C'est ça, voilà, leur on souci, essaie d'être le plus serviable possible au service des clients, le Bien plus sûr. proche du client. Et les personnes en fauteuil roulant, eh ben, il faut stationner vraiment à proximité de ces clients ou pour les déposer. Peut-être une dérogation sur les places handicapées pendant le service. L'accessibilité dans les gares, les parkings, ce sont des véhicules qui sont rehaussés. Tous les parkings ne sont pas accessibles pour ces chauffeurs. Et puis, en 2024, c'est l'interdiction future des véhicules diesel. La quasi-totalité de ces flottes sont des véhicules diesel parce que les véhicules essence n'arrivent que maintenant, ceux qui sont compatibles avec les contraintes de l'équipement d'une rampe d'accès. Donc, on aimerait avoir une officialisation d'une dérogation pour ces chauffeurs-là pour passer le cap des 2024, le temps que les constructeurs automobiles puissent nous proposer des véhicules critère 1 et critère 0 demain. Mais ça vous semble quand même réaliste comme objectif, en tout cas dans la perspective des JO, d'arriver à ce chiffre côté G7 et côté ensemble de la profession? Voilà, nos 300, ce sont nos objectifs. D'accord. Nous y mettons les moyens. Et le planning est serré, hein, donc c'est maintenant que ça se joue. Il faut que toute la profession s'engage comme on le fait. Nous, on a signé par exemple un partenariat avec Charlotte Fairbank, qui est une championne de tennis fauteuil, qui représentera la France, on l'espère, à Paris 2024, et qui nous aide à la fois à convaincre les chauffeurs de s'engager dans cette belle mission à côté de nous, et à convaincre aussi les pouvoirs publics de faire ces ajustements pour qu'on soit prêt dans 2 ans. C'est vraiment demain, hein. Justement, concrètement, racontez-nous cette collaboration avec Charlotte, comment ça se passe? Quel point elle vous a fait remonter en vous disant bah là, il faudrait travailler plus, ou là, moi, je peux vous proposer telle solution, on pourrait la mettre en place. Racontez-nous un peu concrètement comment ça se passe. Alors concrètement, c'est une cliente ravie de nos services, mais aussi exigeante, comme tous nos clients, et qui va nous aider aussi à améliorer la qualité de service en même temps qu'elle nous aide dans la communication pour convaincre les chauffeurs et les pouvoirs publics. Elle nous a par exemple sensibilisés à la nécessité de former nos chauffeurs au-delà des 200 chauffeurs équipés de rampes d'accès aux situations de handicap, pas forcément de personnes en fauteuil roulant non pliable, mais aussi en fauteuil roulant pliable ou d'autres formes de handicap. Et donc nous sommes avec elle en train d'organiser, de tourner des capsules de formation et d'organiser ces formations pour former l'intégralité de la flotte G7 aux situations de handicap, des personnes à mobilité réduite et aussi des personnes malvoyantes. Ça, ce sont des programmes que nous sommes en train de mener avec elles pour le tout début d'année prochaine. Alors, on a parlé de ces 300 véhicules en région parisienne où auront lieu les JO, mais pour le reste de la France, qu'est-ce que vous prévoyez pour vos chauffeurs en région? L'ambition aujourd'hui, elle est concentrée autour de la région parisienne. Pourquoi? Parce que à la fois, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se situeront à Paris. Et donc là, on a les moyens de fédérer et de mobiliser l'État, les pouvoirs publics, les autorités pour avancer. Et aussi parce que c'est un centre névralgique des déplacements quand on doit se déplacer, y compris pour aller d'un point A à un point B en province. On passe souvent par Paris. On a nos partenaires en province qu'on sensibilise aussi à ces situations de handicap, auprès desquels on va déployer nos modules de formation pour les sensibiliser à ces situations de handicap et voir avec eux comment on peut lever les obstacles qui existent aujourd'hui pour généraliser ces solutions. Dans Route pour demain, on parle souvent du véhicule autonome, donc là on n'en a pas parlé dans le cadre potentiellement des véhicules pour transporter des personnes à mobilité réduite, mais plus globalement, comme ça intéresse potentiellement toute la population, c'est quelque chose que vous avez en réflexion chez G7, l'avenir un peu du véhicule autonome ou très assisté, on va dire? Alors, les véhicules deviennent de plus en plus assistés, ça c'est pas une nouveauté, mais le cœur de métier du taxi, c'est le service à la personne. Et au travers de ce service G7 Access, on voit
comment l'humain est clé au-delà de la conduite. Accueillir une personne en situation de handicap, c'est la rassurer, c'est la prendre en main, c'est l'installer, la sécuriser. Le chauffeur, il installe des sangles, il se stationne au bon endroit pour gêner le moins les passants et faciliter la vie du passager en fauteuil roulant. On voit mal comment, à court terme, les véhicules autonomes pourront remplacer un chauffeur pour tous ces services-là. Et pour nous, l'autonomisation des véhicules, c'est une bonne chose pour faciliter la vie du chauffeur, pour lui faciliter son quotidien, pas forcément pour se substituer au chauffeur. Merci beaucoup, Yann Ricordel, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour aborder ces questions d'inclusivité dans la mobilité. Allez, on termine cette émission avec un essai inédit. Julien, tu es allé en Finlande avec Bastien Potti, vous êtes allé près d'Helsinki et vous êtes chez le constructeur Lightyear qui a son usine là-bas. Vous avez découvert l'une des premières voitures à énergie solaire. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. C'est ici, en Finlande, à environ 3 heures de route d'Helsinki, que se finalise un des projets les plus intéressants de l'automobile actuellement. Lightyear, donc une start-up fondée en 2016 aux Pays-Bas, vient de démarrer la production de son premier modèle de grande série, donc la Lightyear 0. L'ambition, elle est simple, c'est de proposer la première voiture 100% électrique et capable de se recharger à l'énergie solaire. Donc elle est produite ici par l'entreprise finlandaise Valmet, qui a travaillé déjà pour des grandes marques automobiles comme Mercedes ou dans le passé Porsche ou encore Fisker. Une inauguration en grande pompe avec notamment la présence des directeurs généraux de Valmet ou encore de Lightyear et l'ambassadeur des Pays-Bas en Finlande. On part tout de suite découvrir la ligne de production de ce qui se présente comme la première voiture solaire. Nous sommes ici à côté du premier exemplaire qui sera livré à un client final, donc tout début de la chaîne de production. Donc pour rappel, le projet Lightyear, en fait, il consiste à proposer une grande berline très efficiente. Donc ça repose finalement sur une batterie qui va être d'une taille relativement modeste, 60 kWh, pour justement ce format de véhicule. Mais en fait, Lightyear, ils ont d'autres atouts pour améliorer l'autonomie. On en parle tout de suite. La Lightyear 0 va aussi chercher à modérer énormément sa consommation, donc ça passe déjà par un poids limité. Elle fait moins d'1,6 tonne sur la balance, donc ce qui est finalement relativement léger pour une grande berline 100% électrique. Et donc ça va passer notamment par une structure, donc la carrosserie essentiellement en carbone et un châssis aluminium. La Lightyear 0, elle pourra aussi compter sur une aérodynamique de pointe. Donc ça, c'est essentiel pour limiter la résistance dans l'air et donc maximiser l'autonomie. L'autre petit secret, ça va être les moteurs électriques qui vont être logés directement dans la roue. La même chose pour optimiser l'efficience de cette motorisation 100% électrique. Le premier atout majeur et sur lequel communique abondamment Lightyear, ça va être finalement ce toit solaire qui se prolonge finalement sur la lunette arrière et sur le capot. Donc on a un total de 5 mètres carrés de surface photovoltaïque qui vont permettre finalement de récupérer l'énergie solaire pour la transformer en électricité. Donc c'est dur d'estimer comme ça, mais on peut estimer qu'on peut récupérer 70 km par jour en laissant la voiture bien sûr garée au soleil. Même chose sur une consommation, on va dire, quotidienne. Dans un pays comme les Pays-Bas, on nous expliquait qu'on pouvait a priori compter sur 50% de la charge qui serait assurée par cette énergie solaire, quand l'autre 50% sera par de la charge classique en se branchant. Lex Hoefsloot, directeur général et cofondateur de Lightyear, nous explique les enjeux de ce début de production. C'est une étape décisive pour nous dans notre projet. Cela revient à lancer une nouvelle technologie, un nouveau concept de véhicule en production. Et ça a été un parcours du combattant, mais au final, c'est gratifiant d'y être parvenu. C'est dur de donner un chiffre précis pour notre production en 2023, mais nous allons produire une voiture par semaine et nous allons chercher à atteindre 5 par semaine rapidement. Nous voulons montrer que nous savons produire une voiture qui n'a pas besoin de se brancher pendant longtemps. Nos clients vont les conduire à travers l'Europe et nous allons apprendre beaucoup pour porter ce concept sur un marché plus grand.
Si vous avez besoin de moins de batteries, vous êtes davantage dans une démarche de développement durable car la production génère encore beaucoup de CO2. Et en même temps, avec les capacités limitées pour produire des batteries, vous pouvez doubler le nombre de voitures produites avec le même nombre de batteries. Et ça, je pense que c'est un avantage important. Et c'est sur ça que nous nous concentrons. Nous voulons atteindre le million de véhicules le plus rapidement possible et cela passe bien sûr par d'autres marchés que l'Europe comme les États-Unis. Il y a aussi des pays avec un manque d'infrastructures de recharge et où la voiture solaire peut être une vraie solution d'avenir. La voiture solaire sort donc de l'ombre ici dans le Grand Froid, mais en voyant le prix de ce premier modèle, on peut se demander si ce projet il n'est pas finalement assez lunaire. On est en effet sur un prix de départ de 250 000 €. Mais à ce prix, il y a quand même déjà des premiers clients qui vont donc recevoir leur véhicule dans les prochains mois. Avec le bouche à oreille, il faudra voir si finalement ce phénomène il se développe, tout d'abord en Europe et puis après en dehors. La prochaine étape, ce sera finalement la Lightyear 2 que la marque elle envisage pour environ 2025. Là, l'idée sera de proposer un véhicule abordable, environ 30 000 €, le véhicule principal du foyer, une voiture familiale et qui pourra notamment aller sur des marchés où il y a un manque d'infrastructures de recharge, justement pour recharger le véhicule avec l'énergie solaire. Et c'est déjà la fin de ce numéro d'En route pour demain. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et Tech & Co. À la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.